Bonjour et bienvenue à la série d'entrevues du CSPC 2025. Je m'appelle Stéphanie Tremblay, je suis chercheuse postdoctorale à l'Université McGill et aussi bénévole au CSPC. Aujourd'hui, je suis en compagnie du Dr Paul Hébert, qui est président des Instituts de recherche en santé du Canada. Le CSPC est très reconnaissant, Dr Hébert, du soutien des IRSC et de votre soutien en tant que membre actif de la communauté. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Merci, Stéphanie. Donc, commençons avec une première question. Donc, vous venez de prendre la direction des IRSC à un moment où l'écosystème de la recherche en santé au Canada évolue là, très rapidement, même au monde. Et ça, on parle de l'intelligence artificielle, évidemment, de la médecine de précision, de la santé sociale, de l'environnement. Quelle est votre vision du rôle des IRSC dans l'avenir de la recherche en santé au Canada? Je pense que le rôle est fondamental. Au Canada, j'ai la bonne fortune de me promener d'un bout du pays à l'autre dans mes derniers 10 mois. Puis à chaque place que je vais, je retrouve des scientifiques incroyables. Donc, notre rôle fondamental, c'est de soutenir les meilleurs scientifiques du Canada, puis je pense qu'on fait bien ça. C'est vrai que le monde évolue. On est à un moment un peu charnière mondialement. On a un gouvernement américain qui nous force à penser d'une façon différente, qui prend des actions qui ont beaucoup changé notre vision du monde, si vous voulez, puis la place du Canada dans ce monde-là. C'est un défi d'un côté, mais c'est une opportunité d'un autre. Mais ça, c'est tout nouveau pour nous. Moi, quand j'ai pris mon poste, puis aujourd'hui, il y a une énorme différence. Mais l'opportunité, c'est vraiment de recruter le meilleur talent du monde avec ce qui se passe aux États-Unis. Puis oui, de se concentrer à qu'est-ce qu'on peut mieux faire au Canada. L'autre partie de ce moment charnière-là, dans l'évolution de la science mondialement, c'est qu'on est dans le milieu d'une révolution biologique. Il y a 25 ans, là où les IRSC ont été fondés, on a séquencé le premier génome humain. Ça nous a pris 13 ans à peu près, puis des milliards de dollars, puis 13 ans, milliards de dollars, puis c'était pour un génome. Là, on est capable de séquencer un génome dans une fin de semaine, plus ou moins, pour 400 $. Et non seulement on peut faire ça, on peut vraiment éditer, on peut vraiment changer ce génome-là chez une personne pour éliminer une maladie, comme pas la sclérose en plaques, la fibrose kystique, par exemple. Et nous allons vivre une révolution biologique incroyable. On comprend mieux comment les protéines peuvent se transformer dans une réaction chimique dans nos cellules. On comprend la complexité cellulaire qu'on n'a jamais pu comprendre avant. On comprend l'immunologie d'une façon qu'on ne l'a jamais compris. Et ça va tout changer de la façon qu'on voit la médecine. On va rapidement dans notre vie voir des nouveaux traitements évoluer rapidement, des traitements qui vont être donnés et administrés pour une personne. Donc, vraiment, la médecine de précision, comme tu la décrivais, ça va évoluer rapidement. Et éventuellement, on pourra prédire des maladies une dizaine d'années avant que ça arrive. On pourrait peut-être même modifier nos comportements ou donner des médicaments pour prévenir des maladies de façon qu'on n'a jamais vue. Tout ça, ça se passe rapidement, puis nous, c'est ça qu'on subventionne. L'intelligence artificielle va accélérer ça encore plus. Donc, on a une convergence, si vous voulez, de révolution scientifique. Et c'est vraiment incroyable d'être là en ce moment aujourd'hui. Et nous, comme institution, comme des fonds qui subventionnent ça, pour moi, c'est un vrai privilège d'être dans mon poste à ce moment-ci. Absolument.
Donc, vous avez joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la stratégie de recherche axée sur le patient. Comment voyez-vous évoluer la prochaine phase de l'engagement des patients et des communautés pour s'assurer que la recherche va vraiment refléter les besoins et les valeurs des diverses populations au Canada? Vous savez, lorsque on met la voix du patient dans le centre de nos problèmes et de nos pensées, on peut changer la façon qu'on traite ces personnes-là. Vous savez que je suis médecin. En fait, j'étais un médecin, comme vous l'avez bien dit, vous ne l'avez pas dit, mais en soins intensifs, dans ma première partie de ma carrière. Et là, je fais des soins palliatifs. Et pour moi, ça a toujours été important de vraiment essayer de trouver comment aider une personne à la fois. Dans la stratégie que vous parlez, c'est vraiment axé sur la voix de cette personne-là. C'est que ce n'est pas seulement le patient qu'il faut considérer dans notre pensée. C'est souvent la personne. Dans beaucoup de nos problèmes sociaux et les santé des populations, les patients, il n'est pas encore un patient, c'est une personne. Et il faut, si on veut commencer à penser de prévention, on va commencer à penser de personne. Et donc, là, il faut amener nos voix là, et il faut écouter ça. Et l'autre partie de tout ça, c'est qu'on ne peut rien faire sans les décideurs et la communauté plus élargie. Donc, non seulement qu'il faut amener la voix du patient, il faut amener la voix des décideurs et souvent la voix d'une communauté. Par exemple, chez nos populations autochtones, c'est la façon privilégiée d'avancer la recherche. Et pour moi, c'est même les meilleures pratiques. Donc, on va vraiment commencer à voir comment on peut écouter et rassembler ces voix-là pour vraiment leur faire concentrer à résoudre nos gros problèmes. Donc, on a du travail à faire, mais ces programmes-là sont déjà très, très bien montés pour commencer ce processus-là. Pas commencer, ça fait quand même 15 ans qu'on subventionne ça. Ouais, mais ils sont en évolution. Oui, puis on est dans la bonne voie. Ça se fait de plus en plus. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, vous avez travaillé à la croisée de la science, des soins de santé et des politiques publiques pour une grande partie de votre carrière. Comment vous croyez que les IRSC peuvent renforcer le lien entre la recherche en santé et la prise de décision? Un peu dans le même thème qu'on était déjà. Là. Oui, déjà, mais une des façons évidentes de faire ça, c'est d'activer tous les mécanismes d'engagement que j'ai fait juste discuter. C'est une partie. Mais vous savez que dans la politique publique, souvent les décideurs décident, justement. Ils nous disent, regardez, voici une priorité pour nous. Donc, comme un fonds de recherche, nous, on regarde ces priorités-là, puis on dit comment est-ce qu'on peut activer tous nos mécanismes, soit nos mécanismes d'engagement, soit nos mécanismes de financement, soit la façon qu'on recrute et retient des jeunes chercheurs. Tous ces mécanismes-là, on les met à aider les décideurs à renforcer leur intention. Donc, top-down. On commence là, puis on travaille pour y arriver. Notre premier ministre, lui, il a 6 missions. Comment est-ce qu'on aligne nos priorités vis-à-vis ces missions-là? L'autre élément qui est très important, c'est on joue un énorme rôle à amener nos communautés dans des programmations de recherche que tout le monde, que eux autres, ensemble, trouvent intéressants et importants à suivre. L'intelligence artificielle, c'est un bon exemple. Combien de programmes est-ce qu'on a en intelligence artificielle et amener la recherche là? Mais là, on est en développement rapide. Mais c'est une programmation en développement avec tout ce qui se passe dans le monde. Donc, des priorités émergentes, mais émergentes du bas. En fait, celle-là, c'est en haut et en bas en même temps. Mais donc, souvent, on amène nos chercheurs et on fait, chez les termes en anglais, agenda setting. On amène des agendas vers nos décideurs, puis avec le temps, il y a des opportunités qui se présentent pour vraiment aligner la politique avec la recherche. Mm-hmm. Donc, ça a une relation bidirectionnelle. Tout à fait. Des fois, ça vient de là, des fois, ça vient de là, des fois, les deux, idéalement, viennent à peu près en même temps. Ouais. Des petits moments miracles. Oui, cette conférence est une bonne occasion pour ça. Oui, tout à fait. Et ça nous amène à notre dernière question. Ouais. Donc,
Que pensez-vous de la part du CSPC et de son rôle dans la communauté à titre de pôle de connexion, de mobilisateur de connaissances et d'incubateur de talents là, dans ce domaine des politiques? Bien, la CPPSC joue un rôle fondamental. C'est une des opportunités uniques d'amener tout le secteur gouvernemental fédéral et souvent provincial. Dr. Rémi Quirion était ici souvent cette semaine, a joué ce rôle-là, par exemple. Puis d'amener tous ces gens-là ensemble, puis qu'on s'écoute dans des sessions que nous, on trouve très, très, très intéressantes. Donc, c'est vraiment un partage de connaissances et d'intérêts très important. C'est une incubateur d'idées, c'est une façon de se ramener, puis de regarder nos politiques publiques, puis de regarder, puis de se retrouver à vraiment avancer nos politiques publiques. Donc, pour moi, c'est important. L'autre élément qui est important, qui aide énormément, c'est tout le réseautage qu'on fait dans le temps qu'on est ici avec nos collègues. On amène, tu sais, c'est une des rares places que tu amènes une diversité importante de voix. Des gens, des gens du gouvernement, avec des académiques, avec le secteur privé, avec des étudiants et d'autres membres du public. Et on a des discussions très fondamentales sur la direction des sciences au Canada. Vraiment, c'est très, très fort. Absolument. Ça permet vraiment de créer des nouvelles connexions puis de renforcer des existantes. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Dr. Hébert, d'avoir participé. C'était un vrai plaisir. Merci, Stéphanie. Merci.